Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir. Bienvenue. Vous êtes nombreux et nombreuses, donc c'est assez cool et chouette. C'est chouette en tout cas de voir que le sujet attire. J'espère que vous allez tous bien dans ce contexte et ce retour de confinement. On espère en tout cas que ce webinar vous apportera le smile et l'énergie. En tout cas, ça serait déjà un premier achievement de ce soir. Du coup, moi, je vais parler une petite dizaine de minutes. L'idée, c'est de vous présenter d'abord Laetitia et puis le contexte de ce webinar. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Laetitia. L'idée, c'est que la conférence, elle se déroulera en deux parties. Une petite heure de discussion entre Laetitia et moi. Alors, c'est surtout Laetitia, mais moi, j'animerai. Et puis ensuite, on vous laissera la parole avec des questions pour une trentaine de minutes. Voilà, en bonne et due forme, du coup, je commence donc par te présenter Laetitia. Laetitia Vito, tu as démarré ta carrière professionnelle il y a une vingtaine d'années, après avoir fait tes études à HEC et avoir été agrégée d'anglais. Après 10 ans à enseigner l'anglais et la culture et l'histoire anglo-saxonne, tu as changé de vie. En tout cas, je crois que c'est l'expression consacrée, même si bon, on sait que ces choses sont rarement très éloignées les unes des autres. Tu explores du coup, il y a une petite dizaine d'années, la révolution digitale et la nouvelle économie au travers du prisme des ressources humaines. Quels effets sur l'organisation du travail, sur les modes de management, le freelancing, la protection sociale, les compétences et les valeurs du travail de demain. Tu es donc chercheuse et auteure. Tu as publié des livres et de nombreux articles sur cette nouvelle génération du travail et les bouleversements de notre société qui y sont liés. Tu tiens plusieurs newsletters, une que tu as lancée cette année, Nouveau Départ, et puis une qu'il me semble importante de souligner, celle qui m'a fait te connaître et que je suis activement, Laetitia at Work, qui explore les sujets qui te sont chers, c'est-à-dire le travail, au travers d'un point de vue féministe. Je suis donc très heureuse de te recevoir ce soir sur les sujets de la construction de l'entreprise féministe. Donc, avant de laisser la place au sujet, je vais nous présenter, en tout cas pour celles et ceux qui ne me connaissent pas ou ne connaissent pas Ada Tech School. Donc, moi, c'est Chloé Marie. Je suis la fondatrice et CEO d'Ada Tech School. Ada Tech School, c'est la première école d'informatique féministe ouverte à tous les genres en Europe, qui propose en fait de mettre les travaux en recherche de pédagogie alternative au service de l'inclusion et de la diversité dans le monde de la tech et donc particulièrement pour les femmes. Je commence par expliquer cela parce que ça nous permet d'expliquer la genèse de ce webinaire. Parce que ce qu'on construit avec ADA, c'est une école qui aborde le manque de femmes dans la tech non pas comme un seul problème d'attractivité, mais un problème beaucoup plus systémique. Donc, on s'attaque en fait à toutes les facettes de l'informatique et des femmes, le mode de sélection et de recrutement des écoles d'informatique actuelles, leur façon de faire de la pédagogie, leurs valeurs et leur culture, et enfin aussi la façon dont on market les jobs de développeurs et de développeuses. On tente donc de repenser chacun de ces maillons pour une approche qu'on pense plus efficace et plus complète. Néanmoins, du coup, cette approche serait vaine si jamais on ne s'intéressait pas à l'après la formation, c'est-à-dire à l'entreprise vers laquelle on forme nos apprenants et nos apprenantes. Et donc, c'est un petit peu l'histoire et la nécessité pour nous de créer ce webinaire, cette conférence. C'est à la fois parce qu'il nous paraît, nous, important en tant que formateurs et formatrices, et peut-être qu'il y en a parmi vous, de se former à, en fait, c'est quoi l'entreprise qu'on voudrait, de former aussi les entreprises qui souhaitent recruter nos apprenants, mais aussi toute une nouvelle génération de talents. Et puis, sinon, peut-être c'est le cas, de donner des outils aux personnes qui souhaitent ce changement pour leur entreprise, qu'elle soit tech ou pas tech, et donc porter des initiatives en interne. L'idée de ce webinaire, c'est de donner des outils, des conseils pour que notre démarche d'engagement à vous, à nous, soit la plus pertinente, la mieux défendue et la plus efficace possible. C'est un enjeu de cohérence et donc du coup ce mot de cohérence m'amène aussi à mon deuxième point d'introduction qui est le choix du mot féminisme dans le titre de la conférence qui est selon moi un choix en fait de cohérence. C'est un mot qui peut faire peur mais qui me semble important d'utiliser, d'expliquer et de rappeler à quel point en fait il est pertinent pour parler de ces sujets et qu'on a le droit de l'utiliser fièrement.
Pourquoi aujourd'hui avec Laetitia, on parle de l'entreprise féministe? C'est parce que ce qu'on interroge aujourd'hui, ce n'est pas seulement le manque de femmes dans certaines équipes, dans certaines entreprises. Ce n'est pas parler juste de minorité. D'ailleurs, c'est assez intéressant qu'on appelle les femmes une minorité, puisque en fait, on constitue quand même 50% de la population mondiale. Mais en fait, quand on parle d'entreprise féministe, on parle d'un problème qui est plus global. Et je vous propose du coup de vous le rappeler en quelques chiffres sélectionnés par un florilège de chiffres parfois plus ou moins déprimants. La situation des femmes dans les entreprises, c'est partir du fait qu'en termes de pouvoir, de décision, seulement 18% des entreprises mondiales sont dirigées par des femmes. Seulement 22% des sièges des conseils d'administration sont occupés par des femmes. Ça, c'est en termes de pouvoir et de décision. En termes d'argent, les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes. Et quand on regarde, alors en termes de temps de travail travaillé, de carrière comparable, etc., l'écart reste de 12%. Et puis aussi, en termes de rétention, d'épanouissement au travail, moi, il y a un chiffre qui nous choque pas mal, en tout cas dans le domaine de la tech. Alors, c'est un chiffre américain, mais il est similaire en France. C'est que 57% des femmes quittent la tech dans les 5 premières années de leur carrière pour des raisons de culture au travail, mais pour des raisons aussi de harcèlement. On parle donc de différence de salaire, de différence de chance, de différence de progression, de différence d'épanouissement, de différence de traitement. Ce n'est donc pas seulement une question de représentativité dans des équipes, sinon ce serait penser le problème par un tout petit bout de la lorgnette. Pour pouvoir faire basculer cet état de fait, il faut des actions plus complètes, plus complexes, plus cohérentes, et c'est pour ça que je trouve important de se baser sur les travaux féministes. Enfin, et ce seront les derniers mots de mon introduction, il est vrai que dans cette conférence, on disait l'entreprise féministe et inclusive, donc ce n'était pas du mauvais marketing. Pourquoi on dit entreprise féministe et inclusive? C'est parce que cette hiérarchie de pouvoir, du pouvoir et de la réussite en entreprise, elle se retrouve pour d'autres groupes sociaux, à nouveau qu'on a tendance à appeler minorités, et donc des groupes sociaux qui se distinguent par leur couleur de peau, leur âge, leur orientation sexuelle, leur origine sociale, et pour lesquels en fait on retrouve des phénomènes de discrimination similaires à ceux que je citais pour les femmes. Et c'est donc pour cela, et je tiens à insister dessus, et je pense que Laetitia sera d'accord avec moi, que penser l'entreprise féministe, ce n'est pas penser une entreprise de femmes, c'est penser une entreprise plus équitable où toutes et tous, nous avons des chances d'épanouissement. Et c'est pour cela que je suis persuadée que ce qui ressortira de cette conférence nous permettra de poser les fondations d'une entreprise plus équitable au sens large, celle qui se nourrit de sa diversité et permet à chacun et chacune de réussir. Voilà, c'en est fini pour mon intro. Je vais du coup laisser la parole à Laetitia. On va a priori aborder le sujet d'abord sur un élément de contextualisation, c'est-à-dire au-delà de nos envies de justice sociale, pourquoi c'est un sujet et le buzzword RH de l'année, on va dire. Et puis ensuite, quelles sont les choses qu'on peut mettre en place en termes d'inclusion et de diversité. Puis on discutera aussi justement de c'est quoi la différence entre les deux. Laetitia, est-ce qu'avant de commencer, tu veux dire quelques mots? Alors déjà, merci beaucoup pour cette invitation, ce sujet. Je suis très, très heureuse de parler là-dessus. Je suis très heureuse d'être avec toi. J'ai l'impression que tu as déjà tout dit et que je vais répéter beaucoup de choses, mais c'est pas grave. Répéter, ça faisait partie de mon métier de prof et je continue à le faire avec grand plaisir. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le terme féministe et la nécessité de l'employer aujourd'hui. D'ailleurs, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé en 15 ans à peu près. On n'osait pas encore l'utiliser il y a 15 ans. Il y avait quelque chose d'un peu choquant dans le mot parce que souvenir de ces deuxièmes vagues de féministes qu'on associait à la castration des hommes. Et donc, c'était quelque chose, voilà, on pouvait être pour l'égalité, mais pas féministe quand même. Je suis pour l'égalité, mais je suis quand même pas féministe. Il ne faut pas exagérer. Et ça s'est complètement transformé. C'est un mot qu'on s'est approprié, que les jeunes générations se sont complètement appropriées. Ça choque plus que des personnes un peu plus âgées, génération de 50, 60 ans. Et je dirais que si ça choque, à la limite, tant mieux, c'est qu'il a encore un certain pouvoir, ce mot-là. Et donc, c'est une raison de plus pour l'utiliser, en fait. Et donc, bien entendu, finalement, cette histoire de la peur de la castration, on la retrouve encore dans les discours. Elle est un peu entre les mots. La peur des quotas, c'est la peur de la castration. C'est l'idée de dire, oh là là, si les hommes sont lésés, en fait, c'est une espèce de castration symbolique. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il garde encore un certain pouvoir, et tant mieux. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire moi, que féministe et inclusive,
c'est presque redondant parce que dans ma compréhension du mot féministe, il y a déjà tous ces sujets d'inclusion parce que c'est une dynamique qui touche à tous ces sujets, qui touche à la société en général, qui n'est pas du tout un sujet de femmes, c'est un sujet de société, c'est un sujet d'économie, c'est un sujet d'environnement, c'est un sujet voilà, qui touche absolument à toutes les dimensions de notre vie. Et donc j'ai envie de dire que c'est presque redondant et qu'on le fait encore une fois parce que peut-être on a encore un peu peur, très légèrement peur du mot. Mais j'invite tout le monde à l'utiliser et justement les entreprises qui ne le font pas encore complètement. Donc les entreprises parlent d'inclusion, parlent d'égalité, etc. Mais le mot féministe en entreprise, il n'est pas encore. J'ai l'impression, tu me diras si tu es d'accord, que le mot n'a pas encore été vraiment intégré en entreprise et que c'est la prochaine étape et que j'attends maintenant avec plaisir. Il y en a déjà encore plus de féminist washing. De féminisme washing, parce que s'il y a du féminisme washing, comme il y a du greenwashing, comme il y a du social washing, c'est aussi un signe de quelque chose de positif. Si on cherche à se donner l'apparence de féminisme, c'est que ça rentre dans les mœurs. Donc j'espère que ça viendra encore plus et que les entreprises se diront féministes. Et puis j'espère qu'elles le seront vraiment aussi, bien sûr, qu'il n'y aura pas que du féminisme washing. Ouais. Féministe is the new cool. Et finalement, ça portera pas tellement préjudice à la cause. En tout cas, a priori, on l'espère. Ok, et bah du coup, est-ce que justement l'idée c'est féministe is the new cool, inclusion is the new cool, diversity is the new cool. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi en fait, quel est le contexte? Pourquoi c'est important, devenu aussi important de parler de ces sujets-là et pourquoi c'est devenu une prise de conscience de la part des entreprises? Alors, je dirais qu'il y a 3 niveaux de réponse à ta question. Le premier, si on donne un contexte immédiat de l'année 2020, c'est une année de crise, c'est une année où les femmes sont particulièrement touchées et où en fait tous les sujets d'inclusion sont vraiment menacés. Il y a eu cette étude récemment du BCG qui est parue dans le magazine Têtu sur l'augmentation du nombre de personnes LGBT+ en entreprise qui n'étaient pas out, enfin, qui n'osaient pas être ouvertement qui elles sont dans le contexte du travail. Donc, plus de silence, plus de sentiment de devoir se censurer, etc. Et donc, on a attribué ça, on a interprété ça en disant que c'est parce qu'il y a plus de télétravail et que ça déshumanise les relations. En fait, moi, je pense que ce n'est pas profondément ça. C'est que c'est dans une année de crise, tous ces sujets-là sont toujours les premiers à être en crise, en fait. C'est-à-dire que quand le chômage augmente, tous ces sujets-là passent un peu au second plan. Et puis, par ailleurs, les LGBT+, souffrent peut-être, mais les femmes, en général, là, maintenant, ça commence à être bien documenté après 8 mois de crise. C'est un désastre absolu duquel on mettra probablement des années à se sortir et qui risque de faire perdre énormément d'années de progrès. On parle dans le contexte anglo-saxon de she-cession, c'est un mot valise à partir de she et recession pour dire qu'à la différence d'une crise comme celle de 2008 qu'on avait appelée la man-cession, donc une récession qui frappe les hommes, parce que ça touchait le secteur manufacturier, le secteur de la construction, qui emploie majoritairement des hommes, ça touchait plus fortement ces emplois-là. Et la crise de 2020, à l'inverse, elle touche beaucoup plus fortement les femmes à plein de niveaux. Le premier niveau, c'est que les secteurs qui emploient une majorité de femmes sont plus fortement impactés par la crise du Covid, par la pandémie. Donc, il s'agit du secteur de la santé. Alors, ce n'est pas forcément des emplois menacés, mais c'est des emplois qui sont mis sous tension. Certains qui sont menacés parce qu'en fait, il y a des équilibres qui sont bouleversés. Il y a tout ce qui est distribution, commerce, hôtellerie, restauration, etc., où il y a aussi beaucoup de femmes, beaucoup de métiers dans les services de proximité, beaucoup de personnes qui travaillent à domicile et au domicile des autres individus. Donc, les travailleurs domestiques en France, c'est une grande majorité de femmes. Et à la fois, elles n'ont pas beaucoup été protégées au début de cette crise contre la maladie et elles ont été très peu protégées contre les effets économiques de la crise. Et donc elles sont beaucoup plus impactées. Et puis, l'autre niveau, on va dire, c'est que beaucoup de femmes dans tous les secteurs
sont contraintes de mettre leur carrière un peu à l'arrêt, soit de la ralentir, soit de l'arrêter complètement, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées dans beaucoup de pays, notamment aux États-Unis, beaucoup de crèches, de tout un tas de services en fait, qui permettent l'activité féminine et notamment l'activité des mères de famille et des mères qui sont mères célibataires. Et donc, parmi les 800 000 ou 900 000 personnes qui se sont arrêtées de travailler cette année aux États-Unis, enfin se sont arrêtées durablement, c'est une écrasante majorité de femmes et qui ont dû s'arrêter pour pouvoir s'occuper de leurs enfants parce que les services dont elles dépendaient pour pouvoir travailler se sont arrêtés. Et donc, c'est voilà, à plusieurs niveaux comme ça, un désastre. Un désastre parce que ces carrières qui s'arrêtent ou qui ralentissent, c'est cumulatif, c'est-à-dire que c'est des revenus qui, à plus long terme, vont être vraiment beaucoup plus faibles, des retraites qui vont être impactées aussi, qui vont être beaucoup plus faibles, donc des écarts qui vont se creuser. Et puis par ailleurs, pour l'économie aussi, c'est un désastre parce que c'est une double perte. Si on s'intéresse uniquement au niveau du PIB, ce qui a l'air d'être très macroéconomique, mais c'est intéressant de regarder ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une perte au niveau de l'activité externalisée, l'activité domestique externalisée, c'est-à-dire les services du type garde d'enfants. Une fois qu'elles s'arrêtent, les personnes qui assurent ces services, qui sont en général très mal payées, cette activité s'arrête là. Mais il y a aussi un effet encore plus, comment dire, sur les emplois à plus haute valeur ajoutée, c'est que si une femme qui est avocate, qui est comptable, etc., qui a des bons revenus, s'arrête pour finalement faire le travail d'une autre personne qui gardait les enfants, qui faisait le ménage, etc., donc on a une double perte au niveau une double contraction au niveau du PIB. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, il y a une contraction du service de proximité peu rémunéré et une contraction du service à haute valeur ajoutée assuré par des femmes diplômées qui restent à la maison pour s'occuper des enfants. Et c'est un peu ce qui se passe au Japon depuis des années où on se dit, voilà, le gros enjeu pour assurer la croissance de l'économie, c'est d'avoir beaucoup plus de femmes qui participent à l'économie parce qu'on a un double gain, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle activité qui se crée, qui devient une activité marchande, qui est toutes ces choses qui se passent à domicile, la garde d'enfants, le ménage, le repassage des chemises qui va se faire dans les entreprises à l'extérieur, etc., etc. Mais on a aussi des personnes hautement qualifiées qui, au lieu de rester à la maison, vont participer à l'économie. Et dans un contexte de la société japonaise qui est très vieillissante, où en fait on a énormément besoin de travailleurs et de travailleuses, on a besoin de plus de personnes qui participent à l'activité économique, c'est un vrai, vrai enjeu. Et donc, avec l'ancien Premier ministre japonais, qui s'appelait Shinzo Abe, on parlait de Abenomics, en parlant de ça, de cet enjeu qui était il faut que beaucoup plus de femmes participent. Et donc, la crise de 2020, elle met ça en lumière de manière extrêmement forte. C'est que, voilà, tout d'un coup, ça paraît visible comme le nez au milieu de la figure. C'est un énorme sujet et on va le traîner comme un boulet pendant très, très longtemps. Mais au-delà de la crise de 2020, il y a un contexte de plus long terme qui est celui de tout un tas de transformations qu'on est en train de vivre, un changement de paradigme entre un paradigme qui était celui de l'économie industrielle avec l'homme à l'usine, je caricature, mais en gros c'est comme ça que ça a commencé, et la femme à la maison, vers une économie qui est beaucoup plus tournée vers les services, vers le numérique, où là on a des nouveaux enjeux, c'est que le numérique, eh bien oui, les femmes ne sont pas assez représentées dedans, or c'est le nouveau paradigme qui se dessine. Les services, les femmes sont très représentées, mais pour beaucoup, c'est des emplois peu protégés, avec pas de protection sociale, souvent très mal rémunérés. Donc là aussi, gros enjeu sociétal. Donc ça, c'est une grande transformation économique et sociétale. Et puis, il y a une transformation démographique qui se passe en même temps et qui a des impacts multiples sur tout cela. C'est qu'on vit beaucoup plus longtemps. On a gagné entre 2 et 3 ans de vie toutes les décennies depuis 2 siècles. Donc, notre espérance de vie, elle était, je sais pas, de 40 et quelques, il y a 200 ans, autour de 40 ans. Et puis aujourd'hui, elle est de 90 à la naissance, mais ça veut dire que pour quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui, c'est plus que 90 ans en fait. C'est-à-dire que en démographie, quand on regarde la moyenne à la naissance, c'est pas du tout la même chose que l'espérance de vie à chaque tranche d'âge, pour chaque tranche d'âge. Et donc, en réalité, aujourd'hui, le nombre d'individus, et notamment de femmes qui vivent au-delà de 90 ans,
est en très forte augmentation. Et quand on regarde la pyramide des âges, on voit évidemment une société, une population qui est complètement transformée. Donc l'âge médian aujourd'hui en France, il est de entre 41 et 42 ans. Il est de 43-44 en Allemagne. D'ici quelques années, on aura l'âge médian du Japon, c'est-à-dire 47 ans. L'âge médian du Japon, lui, il aura dépassé 50 ans. Ça veut dire que la moitié de la population a plus de 50 ans. Donc, il faut se rendre compte de ce que c'est. Et à un moment, il faut se dire que, voilà, de quelle manière est-ce que les organisations qui font fonctionner la société reflètent la société et la population elle-même, et de quelle manière, comment et pourquoi on a besoin qu'il y ait un reflet de cette population. Alors en termes d'âge, mais ça inclut toute la diversité évidemment de cette population, il y a énormément d'enjeux qui sont derrière. Et ça, on commence à l'étudier depuis des années, le fait de dire qu'à l'échelle des entreprises et de toutes les organisations, le fait que les gens qui font les produits, les services, qui font l'activité économique, doivent refléter à peu près, c'est pas obligé d'être un reflet parfait, mais refléter à peu près la société, parce que c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Non seulement parce que quand on a une équipe plus diversifiée, on est plus créatif et on résout mieux les problèmes, mais aussi parce qu'on identifie mieux les problèmes. Un exemple que je tire d'un livre que j'ai adoré qui s'appelle Feminist City. C'est une auteure canadienne qui parle des villes et qui dit voilà, les personnes qui prennent les décisions à l'échelle des villes, qu'il s'agisse autant des architectes et des designers que des personnes dans les des personnes qui ont le pouvoir politique à l'échelle d'une municipalité, ou que des personnes qui font les politiques urbaines ou le mobilier urbain, ou toutes sortes de choses, sont très majoritairement des hommes. Or, les personnes qui les utilisent sont en réalité majoritairement des femmes. Parce que tu disais que c'est 50%, mais selon les géographies, souvent c'est plus que 50% des humains qui sont des femmes. Hein, dans beaucoup de pays, notamment nos pays occidentaux, c'est plus de 50% de la population qui est composée de femmes en réalité. Donc, c'est juste parce qu'on intègre la Chine, où il y a un peu moins de femmes, et l'Inde, qui sont des pays où on a, on va dire, beaucoup avorté ou tué des femmes, et donc il y a des décalages, mais à l'échelle des pays occidentaux, en fait, les femmes sont une majorité. Et donc, ce sont une majorité des femmes qui utilisent les transports en commun, qui utilisent un certain nombre de services publics, etc., ou qui pourraient les utiliser, mais comme ils ne sont pas conçus avec leur persona, pour parler de design, leurs besoins en tête, et bien souvent il y a un décalage. Il y a un décalage entre la manière dont les choses sont conçues et puis la manière dont elles pourraient ou devraient être utilisées par les individus. Un exemple très bête, mais le mobilier urbain, il est composé avec le standard d'un homme moyen faisant 1,75 m, et du coup, des femmes plus petites ou d'autres individus, hein, plus grands, plus gros, plus petits, etc., ça ne colle pas, ça ne correspond pas. Or, souvent, l'homme moyen n'est pas la moyenne de la population dans sa totalité. Et de même, si on s'intéresse au transport en commun, le transport en commun, si on a comme personnage central dans la conception des services de transport cet homme blanc, moyen, d'âge moyen, cadre supérieur, qui va faire des trajets qui consistent à aller de son lieu de domicile à, par exemple, la Défense, où il va travailler dans une tour, dans un bureau, mais on va concevoir des services de transport en fonction des besoins de cet individu-là. Mais sa femme, s'il est hétérosexuel et marié, sa femme, elle a besoin d'aller parce que dans ce schéma-là, souvent, c'est des rôles très sexués, hein. Donc, elle va avoir besoin de déposer des enfants en différents endroits, d'aller s'occuper des personnes âgées dépendantes dans son foyer, y compris les parents de son conjoint, hein, puisque ce sont souvent des femmes qui s'occupent des parents de leur conjoint, pas seulement de leurs propres parents, mais aussi des parents de leur conjoint. Donc, elle va faire un tour pour aller voir son beau-père dont la santé est déclinante, puis amener un enfant à une activité, etc. Mais entre les deux, quand même, travailler, parce qu'elle travaille aussi. Et donc, on voit qu'en fait, les mouvements, si on dessine la carte des mouvements qui sont faits par cette personne-là, ne sont pas du tout les mêmes, mais que les services n'ont pas été conçus avec ces besoins en tête. Le réseau n'a pas été conçu comme ça. Par exemple, un réseau en étoile, ce n'est pas la même chose qu'un réseau en toile d'araignée.
et ça ne correspond pas aux besoins réels de la personne. Et donc, à travers l'exemple de la ville et des politiques urbaines, on a une bonne illustration vraiment visuelle et graphique, on va dire, de ce que peut être ce décalage. Mais en réalité, ça s'oppose évidemment dans toutes les dimensions de la société et dans toutes les activités économiques. Et donc, à l'échelle des entreprises, c'est la même chose. C'est une organisation comme une municipalité, finalement. C'est qu'il y a un décalage. Il y a un décalage entre la manière dont on conçoit les produits et la réalité des cibles marketing, la réalité des individus auxquels on les vend. Et donc, typiquement, je vais donner un exemple très basique, mais tous les produits, toutes les campagnes sont conçues par des hommes et visent des femmes, en général, c'est un petit peu à côté de la plaque. De même, si tout est conçu par des personnes de 30 ans pour des personnes plus âgées, on passe à côté des vrais besoins. Voilà. Donc, il y a un besoin de refléter une société qui change et une population qui change de manière extrêmement forte, mais il y a en même temps aussi une prise de conscience de ça. Donc, d'où l'entreprise féministe, elle est plus pertinente que jamais dans un contexte comme ça de transformation accélérée. Là, le truc, c'est qu'on parle d'intelligence, donc on parle de produits mieux pensés, mais du coup, il y a toute une partie de la population qui ne souffre pas de ça. Moi, j'ai le sentiment que parfois, il faudrait une petite carotte de plus pour que les entreprises, elles justement, dirigées la plupart par des hommes blancs qui ne ressentent pas ces problèmes, etc., qui parfois, du coup, on va dire, ont des énormes angles morts sur justement ces problématiques de produits. Parce que construire un beau produit et un bon produit, c'est une idée très noble, mais j'aurais tendance à dire que l'État, enfin, la prise de décision va vers quelque chose de beaucoup plus court terme, qui est le revenu. Est-ce que voilà, il y a des initiatives, des encouragements, on va dire, plus monétaires, plus court terme pour une entreprise pour se dire, ah bon, bah ok, en fait, il faut que je le fasse, au-delà du fait de se dire, bon, bah en fait, mon produit, il faut qu'il représente une société plus large. Je ne sais pas, peut-être que cyniquement, je me dis que tout le monde n'a pas cette envie-là. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas cette envie-là. Et puis en plus, il y a souvent le fameux dilemme de l'innovateur, hein. Donc des entreprises qui sont dans finalement des situations de rente pour lesquelles on a l'impression que ça ne va pas si mal économiquement. Il n'y a pas d'incitation à faire les choses autrement. Il n'y a pas d'incitation et puis, il y a aussi des biais et du conservatisme parmi les dirigeants qui ne ressentent pas le besoin, ne ressentent pas l'incitation. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs leviers par rapport à ça. C'est qu'il y a des nouveaux entrants qui, eux ou elles, sont parfaitement au fait de ces transformations et qui créent des produits, des services qui répondent mieux aux besoins et aux demandes de la population. Et il y a des barrières à l'entrée qui se sont abaissées. C'est l'une des grandes idées derrière la passion economy, le fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile de concevoir, d'imaginer des produits pour une niche, peut-être parfois une niche, c'est-à-dire, par exemple, des femmes lesbiennes de 45 ans habitant dans des grandes villes et aimant des vêtements plutôt androgynes. Voilà, bon, ça ne sera pas forcément, c'est pas un marché gigantesque, mais il y a un certain nombre d'outils et de réalités économiques qui font qu'il y a des barrières à l'entrée qui sont plus faibles et qui permettent, notamment avec le numérique, d'aller toucher une cible de manière beaucoup plus efficace et donc d'aller chercher des niches qui ne sont pas adressées par des grandes entreprises qui, elles, font du mainstream, etc. Et donc, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a deux mondes. Il y a un monde très conservateur qui fait de l'économie de masse. Donc, l'économie de masse, c'est du top-down. On fait une pub à la télévision, il faut que ça plaise au plus grand nombre possible. En général, l'archétype pour lequel le produit est pensé, c'est un archétype un peu conservateur, c'est l'homme blanc ou la ménagère. Donc, entre les deux, on n'a pas grand-chose. Et puis la réalité d'un tissu économique qui est déjà en transformation, de nouveaux entrants qui sont beaucoup plus pertinents, aussi d'entreprises qui, elles, font le pari d'être beaucoup plus engagées, des entreprises parfois plus malines, qui vont essayer d'être au plus près de ce qui se passe dans la culture, de sentir les choses. Je dirais qu'il y a aussi un goulet d'étranglement parfois au niveau du recrutement. C'est que, et notamment, et c'est très vrai dans le numérique, beaucoup disent « oh là là, on n'arrive pas à recruter, il n'y a personne, etc. » Et en même temps, forcément, ils cherchent toujours les mêmes profils, plutôt masculins, à cause de leur biais. Ils se disent « c'est de ça dont on a besoin » et ils n'y arrivent pas. Or, élargir le vivier et être plus efficace et plus pertinent dans sa politique de recrutement, c'est une manière d'avoir une longueur d'avance sur des entreprises plus conservatrices qui, oui, mettront peut-être encore 15 ans de plus avant de changer ou bien mourront avant de changer.
Voilà. Et c'est pas grave de toute façon. Et en plus, il y a parfois sur certains sujets un espèce de climat de guerre civile qui est renforcé, enfin, une espèce de polarisation qui est renforcée aussi par les réseaux sociaux, par un climat de crise, par une montée du populisme politique qui est aussi le reflet d'une certaine classe d'individus qui a peur du changement, qui se sent menacés. Parfois à juste titre, hein, c'est pas uniquement des gens horribles, hein, c'est des gens parfois qui souffrent et qui ont l'impression qu'ils ont tout perdu ou que tout est menacé, que leur modèle est menacé en fait. Et donc dans ce contexte, et ça c'est peut-être caractéristique d'une période de transition, on a des conflits. Et je pense que ces conflits, il faut vivre avec au moins pendant un certain temps. De toute façon, on n'obtient jamais rien sans se battre un peu. Il y a des rapports de force. Donc oui, ça ne va pas se faire tout seul. Je ne sais pas si c'était ça ta question, mais effectivement, ça ne va pas se faire tout seul. Ouais. Oui, et puis c'était se dire, voilà, quel est le déclencheur qui peut m'amener à faire cette profession de foi envers la diversité et l'inclusion. Mais effectivement, si on a envie de construire quelque chose aujourd'hui de moderne et qui est tourné vers le futur, effectivement, c'est logique, en tout cas, de ne pas se priver de ça. Ce que du coup je te propose, c'est peut-être qu'on justement se dire bon bah voilà, une fois que j'ai fait maintenant cette profession de foi, je veux de la diversité, je veux de l'inclusion. D'ailleurs, on va peut-être définir ces termes. Bon bah qu'est-ce que je peux faire en tant qu'entreprise, en tant qu'entre-recruteur ou en tant que salarié pour porter ce changement interne dans mon entreprise. Peut-être justement avant de donc ce qu'on va proposer, c'est de faire un truc sur la diversité et le recrutement et un truc sur l'inclusion. Et peut-être avant ça, c'est justement de définir c'est quoi la différence entre ces deux mots qu'on met souvent à côté avec un petit « et ». J'ai pris une interview que tu as fait de Caroline Chavier, qui a fondé le collectif Women in Machine Learning et qui a défini, je trouve, l'inclusion et la diversité de manière très claire, disant que l'inclusion, on pouvait le définir par la négative, c'est le fait que personne ne se sente exclu du groupe, c'est le fait que chacun se sente vraiment soi au travail, à l'aise dans son environnement et pleinement performant ou performante. Et la diversité, c'est le fait d'avoir des personnes différentes assises autour de la table, de par leur nature ou de par leur qualité, et le fait aussi de souligner que la diversité n'est pas toujours visible, par exemple, des cas du handicap. Donc, elle résume, en tout cas sous tes questions, pour résumer la différence entre la diversité et l'inclusion, je dirais que la diversité est un sujet de recrutement, tandis que l'inclusion est un sujet de management, de RH et de culture. Voilà, donc je pense qu'on peut, partant de cette décision, sauf si tu as quelque chose à ajouter. Non, c'est une très bonne définition. Je dirais que les deux posent des questions un peu différentes et c'est pour ça qu'on a les deux concepts côte à côte. La diversité, ce qui est très difficile, c'est que souvent, on n'a pas en fait accès à des données et à des critères. Et notamment, c'est très différent d'un pays ou d'une culture à une autre. Par exemple, la question de la couleur de la peau, de l'origine ethnique, n'est absolument pas mesuré en France, donc on n'a pas de critère, enfin, on ne peut pas utiliser ce critère-là comme un critère de diversité. Et finalement, en France, la question de la diversité, elle se résume plus ou moins à la question homme-femme, parce que c'est les données qu'on est capable de collecter et que, voilà, on ne peut pas, comme aux États-Unis, avoir des questions sur la couleur de peau, etc. Et parfois, on utilise un petit peu l'origine géographique comme un proxy, c'est-à-dire comme un substitut d'origine ethnique, sachant que ça ne marche pas complètement, mais en se disant, voilà, oui, il habite en Seine-Saint-Denis, peut-être que ce sera quelqu'un avec beaucoup d'euphémismes issus de la diversité. Je ne sais pas très bien ce que ça signifie, mais voilà. Donc, on utilise des espèces d'outils différents et c'est assez difficile, justement, de parler de diversité en France parce que on le résume à la question de genre. Parfois, on parle un peu d'orientation sexuelle, mais là aussi, on n'a pas forcément de données là-dessus. Et puis sur l'inclusion, l'autre difficulté, c'est que on n'a pas toujours non plus des données sur qui reste, qui part, la rétention, etc. Donc, et les raisons pour lesquelles les gens partent. Et il y a beaucoup d'angles morts, en fait, de données manquantes. Et par rapport à la définition de qu'est-ce que c'est ne pas se sentir exclu, en fait, qu'on le fasse par la négative ou par la positive, c'est pas si facile que ça, en fait. Donc, il y a des questions qui sont des questions d'indicateurs, d'outils,
qu'est-ce qu'on met en place, comment on le mesure, et puis de protection des données, de protection de la vie privée, donc des questions par rapport dans notre rapport aux données, dans notre rapport à ce qui constitue la privacy ou pas. Et donc, c'est à chaque fois des arbitrages qui sont difficiles et qui dépendent un peu de notre culture. Donc dans la culture française, par exemple, et dans la culture européenne en général, on a une question par rapport à la privacy, par rapport à la protection des données personnelles qui est plus forte que dans la culture américaine, dans le contexte américain, par exemple. Donc, il y a du bon là-dedans, mais il y a du mauvais aussi, c'est que du coup, on n'est pas outillé pour en parler de manière aussi transparente et franche, et puis pour aussi se fixer des objectifs, puisqu'on ne peut pas pas se fixer des objectifs sur des choses qu'on ne peut pas mesurer. Ouais, ok. Ok, très clair. Bah, du coup, sur le point de vue de la diversité, donc on est parti du principe que, enfin, on part du fait de ce qu'on se disait avant. Ok, une entreprise a tout intérêt à faire sa profession de foi envers la diversité et l'inclusion. On entend assez souvent dire oui, la diversité, je la veux, mais je ne peux pas, il n'y a personne. Bon, nous, on entend énormément dans les. Alors, je suis frise, je ne sais pas si c'est toi qui es frise ou moi. Ah, c'est bon. Alors, moi, j'ai eu un petit moment de connexion Internet C'est Tu bon. m'entends là? Vous Ouais. m'entendez? Ouais. Ouais, c'est bon. Donc du coup, oui, c'était dire, on entend très souvent dire, oui, ben moi c'est bon, la diversité, je la veux, j'ai bien révisé mes bouquins, il la faut, mais je ne peux pas. Et donc nous, on l'entend énormément dans l'informatique notamment. Oh là là, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de femmes, on ne peut pas. Donc c'est quoi les leviers pour faire pour avoir un recrutement diversifié? Qu'est-ce qu'on peut faire, que ce soit des femmes ou pas des femmes, pour agir sur sa diversité en entreprise? Alors, j'aime beaucoup partir du principe qu'en fait, il y a pas mal de bonne volonté dans les entreprises et qu'il n'y a pas tant de méchants ou de méchantes qui voudraient absolument préserver le pouvoir de toujours les mêmes et qu'il y a plein de gens qui veulent sincèrement faire évoluer leur entreprise et se dire on en voudrait bien plus. Mais comment on fait? On ne sait pas comment, on n'y arrive pas. Et donc, c'est ce fameux argument on a un problème de pipeline. On n'arrive pas, c'est que le vivier n'est pas là. On aimerait bien avoir plus de femmes dans les boards, mais franchement, on ne sait pas où les trouver. Tu ne connais pas une autre femme. Et c'est à la fois une réalité dans le ressenti, c'est-à-dire qu'il y a des recruteurs, des managers qui pensent sincèrement ça, mais c'est aussi parce que c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf. C'est comme ils sont entourés de gens qui leur ressemblent, forcément, ils ont moins accès à des gens qui ne leur ressemblent pas, et donc ils pensent qu'il n'y en a pas. Donc ça, c'est une réalité dans le ressenti. Ce n'est pas une réalité dans l'ensemble de l'économie et de la société, parce que des personnes compétentes qui ne ressemblent pas aux dirigeants existants, il y en a. La question, c'est comment on fait pour les trouver. Et pour ça, il faut sortir de ce qui représente une construction fallacieuse. Ce fameux problème de pipeline, c'est une construction fallacieuse. Et il faut la déconstruire. Donc, c'est basé sur plusieurs mythes. D'abord, c'est le mythe de l'adéquationnisme, cette idée très française qu'il faut que pour pouvoir exercer le métier M, il faut avoir fait la formation qui correspond exactement et avoir 4 ans d'expérience au même poste avoir le parcours qui a l'air de correspondre parfaitement, comme si pour pouvoir faire ce métier, il fallait forcément l'avoir déjà fait. Et ça vient se heurter dans une période de transition à une réalité qui est changeante, c'est-à-dire qu'il y a plein de nouveaux métiers et ces nouveaux métiers, si on cherche absolument des gens qui l'ont déjà exercé, à un moment, on ne va pas y arriver, puisque le métier, il est neuf, on ne va pas y arriver. De même, des gens qui auraient exactement la formation, quand la formation n'existe même pas encore, ce n'est pas évident. Et puis enfin, on a parlé de la démographie dans un contexte où les vies actives vont être de plus en plus longues, c'est-à-dire 40 ans, 50 ans. La formation initiale ne va pas suffire pour faire 50 ans de vie active. D'abord parce qu'il y a des compétences qui deviennent obsolètes. Ensuite, parce qu'il va y avoir un effet de lassitude. À un moment, beaucoup de gens ne vont pas vouloir faire 45-50 ans la même chose, dans les mêmes conditions. Et puis enfin, parce qu'il y a un contexte économique qui change et qui est bouleversé en permanence, avec des entreprises qui meurent de plus en plus vite, des modèles d'affaires qui disparaissent et des métiers qui sont transformés. Donc, ça ne tient pas. Donc, en fait, l'adéquationnisme, déjà, c'est un problème en soi. Essayer de penser en dehors de l'adéquationnisme, c'est un chantier énorme parce que c'est un changement de paradigme pour le recrutement. Ça veut dire comprendre que, par exemple, pour recruter, il faut former des gens.
Et donc, sortir de cette idée que, et c'est pour ça qu'on parle tant des millennials. Les millennials, soi-disant, ce seraient des infidèles, ce seraient des gens qui voudraient hopper, hein, sautiller d'un job à l'autre et tout. Mais pas du tout, en fait. C'est des gens qui arrivent sur le marché qui sont arrivés sur le marché du travail avec des conditions très différentes et auxquels on n'offrait pas la même carrière et les mêmes perspectives que les autres. Et en fait, il n'y a pas de différence d'aspiration. Et donc, partir de l'idée qu'on peut avoir une relation longue dans une relation de travail, c'est déjà une très bonne base que beaucoup d'entreprises ne veulent plus imaginer. Or, en fait, cette relation longue, elle est longue parce qu'elle prend des formes différentes. C'est que vous allez travailler un certain temps, mais vous pouvez imaginer beaucoup plus de mobilité à l'intérieur de l'entreprise ou bien à l'intérieur d'une communauté, d'un écosystème élargi qui est composé de vos fournisseurs, de vos clients, de vos alumni qui vont vous aider à recruter demain. Et donc, en fait, c'est une relation de long terme. Et donc, déjà, si on part de cette relation de long terme, ça vaut beaucoup plus la peine d'investir dans cette relation. Et si on est prêt à investir dans cette relation, on accepte que, par exemple, former, planifier une carrière, enfin planifier cette relation sur le long terme, ça vaut beaucoup plus la peine. Et donc, à ce moment-là, on peut aller chercher des gens qui n'ont pas le profil parfait. Donc, profil parfait sur le papier. Donc, diversifier beaucoup plus les viviers de recrutement. Ça veut dire aller chercher dans des zones géographiques différentes, ce qui est une des opportunités permises par le télétravail. En fait, on a une opportunité d'aller chercher des gens différents sur des zones ou des géographies différentes. Donc, il y a des menaces, mais il y a aussi des opportunités derrière tout ça. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire sortir aussi de cette idée que la cooptation, c'est le meilleur moyen de recruter. Ce qui, dans une vision court-termiste, on peut le croire parce que quand on a des gens qui sont déjà dans l'entreprise et qui travaillent bien, s'ils nous recommandent quelqu'un qui leur ressemble, eh bien, ils connaissent l'entreprise, ils connaissent la culture, ils connaissent ses besoins. À court terme, on se dit c'est bien, on gagne beaucoup d'argent parce qu'on gagne beaucoup dans la recherche des candidats qui coûtent très cher si on demande aux personnes qui nous connaissent de coopter des gens qui leur ressemblent. Et le grand problème de la cooptation, c'est un cercle vicieux, c'est que la cooptation, quand on repose énormément sur la cooptation, on a un phénomène qui est le phénomène de l'armée de clones, c'est que les gens ont tendance à recommander des gens qui leur ressemblent exactement. Donc, des hommes cooptent davantage des hommes blancs cooptent davantage des hommes blancs, etc., etc. Et on finit par avoir la fameuse culture bro, la culture bro des entreprises de la Silicon Valley, où on a des départements entiers qui sont composés de gens qui se ressemblent et où c'est très, très difficile à ce moment-là pour un outsider de s'intégrer et où l'inclusion devient très difficile parce que quand on est dans un groupe très minoritaire, on est écrasé par le groupe dominant. Et c'est très, très difficile et c'est vraiment un problème de poule et d'œuf, quoi. Donc, la cooptation n'est pas la solution, ne doit pas être la solution majoritaire. Ça peut sembler à court terme attractif, mais ça ne l'est pas. Et puis, il y a des moyens d'utiliser, de créer des systèmes incitatifs dans la cooptation pour récompenser les cooptations de personnes qui ne ressemblent pas aux personnes qui cooptent. Donc, il y a des entreprises qui le font, comme Pinterest, comme Intel, qui se sont donné des objectifs de diversité très grands et qui y sont parvenus en mettant en place des systèmes incitatifs intéressants en disant, voilà, par exemple, les hommes doivent coopter des femmes, on doit chercher des milieux différents, des personnes qui ne ressemblent pas. On a créé des événements qui permettent de regrouper des personnes dans toute leur diversité. Voilà, donc il y a tout un chantier autour de ça, autour du recrutement, de l'identification de visiers différents. Évidemment, il faut aussi être accompagné par des structures et aller les chercher, des structures, des associations, des écoles qui peuvent aider l'entreprise à aller recruter de manière plus diversifiée. Donc, toi et avec Ada, forcément, vous êtes tout à fait emblématique de ça, mais aussi des associations, des groupements qui peuvent aider beaucoup là-dessus. Il y a le fait d'aller faire très, très attention aussi et d'aller solliciter en fait des personnes diverses pour
parler de l'entreprise et donner à voir l'entreprise. C'est tout le sujet évidemment de l'image que l'on renvoie. Et l'image que l'on renvoie, en fait, il n'est pas interdit de tricher. Il n'est pas interdit de tricher dans l'image que l'on renvoie. C'est qu'à un moment, quand vous êtes très masculine, très blanche, très conservatrice, etc., et que vous avez envie d'aller chercher plus de diversité, c'est difficile parce qu'en fait, vous ne faites pas envie. Vous ne faites pas envie parce que vous faites peur. C'est pas évident quand on est dans une très très petite minorité d'aller travailler dans un environnement dont on peut soupçonner qu'il sera hostile, même si tout le monde jure qu'on n'est pas hostile. En fait, ça n'a pas besoin d'être dit, ça n'a pas besoin d'être ouvertement violent pour être hostile. Donc en fait, il n'est pas interdit de tricher, c'est-à-dire par exemple, quand on participe à des événements, d'aller surreprésenter par exemple, les développeuses femmes dans votre équipe, même si elles sont que 15% de l'équipe, eh bien, elles peuvent parfaitement être 40% des personnes sur scène dans les événements où on parle de l'entreprise ou dans des événements où on parle des projets sur lesquels on travaille. Il n'est pas interdit non plus sur le site, sur le blog, etc., d'avoir une surreprésentation de personnes a priori moins nombreuses. Des choses qui peuvent être comme ça, des leviers qui donnent à voir autre chose et puis qui renvoient aussi un signal qui est que voilà qui on a envie d'être en fait. Et ce petit décalage, à partir du moment où il est temporaire parce que c'est le temps d'y arriver vraiment, moi je vois pas de problème à un léger, une petite triche là-dessus, c'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être parfaitement représentatif, on raconte une histoire. Et quand on sollicite des personnes de la diversité pour parler de l'entreprise, eh bien, on fait attention aussi à plein de choses. On fait attention aux mots qu'on utilise. L'image qu'on renvoie, c'est des entreprises de la tech où tout l'univers est complètement Star Wars. Voilà. Et c'est un univers de fiction, ou Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux, qui sont par ailleurs, je ne veux pas du tout critiquer les œuvres en question, mais c'est des œuvres où il n'y a pas de femmes, quasiment pas du tout. Il y a 2 personnages féminins à peu près sur la centaine de personnages du Seigneur des Anneaux. Voilà. Et donc, pour beaucoup, il y a des femmes qui adorent, hein, c'est super Tolkien, mais il y a beaucoup qui ne se sentent pas concernées parce que déjà, une œuvre de fiction, une œuvre ou un univers imaginaire où il n'y a pas de femmes du tout, si c'est ça l'image de votre entreprise, donc il y a beaucoup d'entreprises de la tech qui sont vraiment là-dedans, hein, entreprises américaines, oui, il y a beaucoup de femmes à qui ça ne parle pas en fait. Donc voilà, là il y a un travail à faire autour de cet imaginaire, de cette culture qu'on véhicule. C'est les mots qu'on choisit. Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur l'utilisation des mots, beaucoup dans la tech aussi, des mots de rockstar par exemple, rockstar, ninja, des trucs comme ça. Bon, tous ces mots-là, en fait, on a appliqué du big data dessus et on a montré que en fait, statistiquement, ça attire plus des hommes que des femmes pour plein de raisons de socialisation, d'éducation. Voilà, les femmes s'identifient moins en majorité à ces termes-là. Et donc, c'est assez intéressant d'aller travailler sur ça, sur les mots et sur l'image qu'on renvoie. Ça fait partie des chantiers à faire. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte, en fait, que les mots ne sont pas complètement neutres. Et quand on utilise du big data sur l'effet des mots sur des populations concernées, on voit des effets surprenants et étonnants qui sont le reflet d'éducation différenciée, de socialisation différenciée. Et donc, ça peut être pas mal d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour le faire. Quand on a accès à beaucoup de données, ça peut être une bonne idée. Parfois, c'est juste du bon sens ou en allant chercher des personnes qui sont différentes de vous pour poser des questions auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. C'est ce que tu dis, tu vois, sur le mot rockstar, ninja, etc. Sans, tu vois, aller dans la caricature à ce point. Moi, c'est un sujet en tout cas, c'est un thème qui m'interroge beaucoup. C'est, tu vois, tout le
le champ lexical, notamment très start-up, de l'ambition, d'avoir, enfin, voilà, de bouffer le monde, etc., qui est aussi un truc hyper effrayant. Enfin, moi, par exemple, je donne un exemple personnel, comme ça, c'est plus... The Family qui disait, enfin, qui dit, nous, on recrute les entrepreneurs les plus ambitieux d'Europe. Et moi, en fait, j'ai jamais pensé à postuler à The Family parce que je me disais, mais c'est impossible que je fasse partie de ces entrepreneurs. Et en fait, c'est en rencontrant Alice par la suite qu'elle me dit, mais viens à The Family, etc. Je me dis, ah bah ça peut faire partie de moi. Et il y a en fait, donc il y a le champ lexical. Et du coup, il y a aussi, oui, mais du coup, en tant que recruteur, moi, j'ai une culture d'excellence. Enfin, justement, cette notion de culture d'excellence, mais je ne vais pas abaisser mes critères de sélection juste pour faire de la diversité, etc. Et moi, je trouve que c'est hyper difficile de définir, oui, mais l'excellence, vous pouvez peut-être la définir autrement, vous pouvez peut-être la mesurer autrement que afficher ces espèces de mots qui peuvent, de mots ou parfois aussi de process de sélection hyper intimidants dans lesquels, à nouveau, pour des raisons de sociabilisation, en tant que femme, on se reconnaît moins. Et je trouve que souvent, c'est quelque chose qu'on dit, mais oui, mais on va pas, c'est pareil pour les diplômes, oui, mais on va pas diminuer, enfin, on va pas abaisser notre référentiel d'excellence pour faire de la diversité. Et je trouve que c'est un contre-argument qui revient très souvent. Ça revient énormément et c'est basé sur cette idée qu'il existerait une méritocratie parfaite et que du coup, de ne pas prendre les meilleurs, qui se trouvent être comme par hasard des hommes blancs, etc., eh bien, on va abaisser ces standards. Et là aussi, c'est une construction fallacieuse. C'est qu'évidemment, la méritocratie, dont beaucoup d'organisations n'existent pas, en fait, ne marchent pas, ne fonctionnent pas parce qu'il y a trop de biais à tous les niveaux. Et en fait, la réalité, c'est qu'on passe à côté des talents qui ne sont pas passés dans ces processus de sélection. On passe complètement à côté des meilleurs en réalité. Il y a beaucoup d'études intéressantes qui ont été faites qui montrent que quand on parle de méritocratie, qu'en fait, ceux qui en parlent le plus travaillent dans des organisations où il y en a le moins. Et il y a vraiment un effet très très clair. Plus tu en parles, moins il y en a en fait. C'est ceux qui en parlent le plus qui le font le moins. Et donc le mot méritocratie en lui-même en fait est déjà suspect parce que finalement toutes les études sérieuses le montrent, quand tu mets ça en avant, c'est que tu n'es pas du tout méritocratique en vrai. Donc, vrai danger. Alors, j'avais une autre idée, mais j'ai oublié. Tu avais dit autre chose avant. Sur la culture d'excellence, diplôme. La culture d'excellence, exactement, bien sûr. C'est que on est très, très effrayé par ce soi-disant... Enfin, on est très effrayé. Beaucoup de femmes ou de personnes minoritaires dans un groupe sont effrayées par la définition de l'ambition qui est dominante. Hein. Tu parlais d'une définition de, voilà, comme ça, qui correspond, en fait, là aussi, à un archétype qui est ce que moi, j'appelle l'archétype du gorille. Donc, dans la société des gorilles, vous avez le gorille à dos argenté, qui est celui qui prend le plus de place, qui a le plus de pouvoir. Donc, il a la seniorité, il a le dos argenté, donc ça, il a déjà un certain âge, il a déjà vaincu ses rivaux masculins, et il domine dans le clan. Et il domine, et c'est beaucoup souvent un jeu de show-off, c'est-à-dire qu'il va il tape fort sur la poitrine pour se montrer être fort, il crie, etc. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui existent dans la société humaine, dans les organisations humaines. C'est le phénomène du gorille appliqué aux humains, qui prend la forme, par exemple, de ce qu'on appelle le phénomène Dunning-Kruger, l'effet Dunning-Kruger. Donc, c'est des gens qui ont l'apparence de savoir beaucoup de choses ou qui disent « Oui, moi, je suis très fort là-dessus. Oh oui, non, moi, je suis super fort. Moi, je suis un spécialiste de ça. » Et ce qui est un biais naturel, c'est qu'on se dit spécialiste de quelque chose que quand on a un niveau de maîtrise assez faible, parce qu'en général, quand on commence à mieux maîtriser un sujet, on se rend compte de l'étendue de ce qu'on ne sait pas. À partir du moment où on commence à faire des recherches ou à vraiment étudier ou même à faire une thèse, c'est un phénomène classique des gens qui font une thèse dans un sujet, c'est que la première année, ils sont pleins d'enthousiasme, ils se disent « Ah, je vais y arriver bientôt et tout », puis tout d'un coup, ils se rendent compte à quel point, en fait, c'est complexe, et en fait, si ça se trouve, ils ont complètement fait fausse route, et puis finalement, en fait, en vrai, ils ne savent rien. Et donc, il y a une espèce de courbe dans le sentiment de maîtrise, qui est que au début, on monte bien dans la courbe, on se sent maîtrisé quand par exemple, quelques semaines d'études sur un sujet. Et puis après, on arrive à un moment où on a même un sentiment de palier.
où on a l'impression de plus rien savoir. Et puis après, on traverse un moment où on a l'impression de plus rien savoir, mais qui est en fait le signe d'un beaucoup plus grand niveau de maîtrise. Et puis, c'est seulement après X années où on est à nouveau capable de se sentir en confiance par rapport à un sujet. Et ça, c'est vraiment le niveau de maîtrise ultime. Mais du coup, quand on regarde la courbe, eh bien, tous ceux qui ont l'impression d'être nuls, ben, souvent sont bien meilleurs que les gens qui ont l'impression d'être forts. Or, Société du gorille oblige, le gorille inspire confiance. Donc, la personne qui va taper sur la poitrine et dire « Ouais, moi je sais, moi je suis fort, etc. » inspire confiance aux personnes qui les recrutent en se disant bah, « Celui-là, il sait, il va être capable de tenir la barre du navire, etc. » Et donc, ça, c'est un vrai problème parce que d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont plus diplômées que les hommes. Parmi les bacheliers, il y a plus de bachelières que de bacheliers. Parmi les diplômés d'école, d'université, il y a plus de femmes que d'hommes maintenant dans beaucoup d'écoles, pas partout, mais beaucoup. Dans l'ensemble des personnes qualifiées, il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Et donc, il y a beaucoup qui sont dans cette situation-là et qui, en plus, ont été socialisées à pas se dire très forte, experte, etc. C'est beaucoup moins bien vu. Il y a ce phénomène qu'on appelle en anglais le double bind, qui est que si vous vous dites à la fois expert, ambitieux, etc., vous pouvez pas être perçu comme sympathique, chaleureux, agréable. Et donc, en fait, il y a une espèce de choix, c'est le double bind. Il faut soit être perçu comme expert, ambitieux, compétent, mais à ce moment-là, on est une salope, une connasse, enfin voilà, la femme pas sympa que tu n'as pas du tout envie d'avoir comme manager. Ou alors, tu es sympa, conciliante, investi dans le lien social, etc., mais tu n'es pas perçue comme aussi compétente, aussi experte, aussi ambitieuse sur le sujet. Et donc ça, c'est un truc très profond avec lequel on a grandi. Et bien sûr, on ne le vit pas tous pareil. Hein, il y a des gens qui arrivent à faire ce choix plus facilement. Et puis après, il y a des intersections, c'est-à-dire que si on cumule des niveaux de minorité, on a plus de problèmes que d'autres. Mais en tout cas, globalement, c'est plus difficile du coup d'avoir à la fois la perception personnelle et la perception des autres sur un niveau d'ambition, de compétence, etc. Quand on fait face au phénomène du double bind. Donc voilà, gros problème de la société de gorille dans laquelle on vit. Et du coup, quelles seraient des solutions qu'un recruteur ou une recruteuse pourrait apporter pour, on va dire, déceler ce diamant qui ne se montre pas? Je dirais que là, pour le coup, la prise de conscience de l'effet de Dunning-Kruger est déjà une bonne chose. Et puis, c'est des techniques d'entretien qui essayent d'éliminer une partie des biais qui sont ces biais de confiance qu'inspire la personne qui dit « je suis forte », etc. Donc, c'est évidemment par exemple, je donne un exemple très basique, hein, mais c'est un certain nombre de tests, de tests sur des tâches ou sur des compétences qui ne sont pas l'entretien d'embauche qui est vraiment le royaume des biais. Qui donc permettent de compenser un petit peu. C'est des entretiens qui sont faits de manière structurée, c'est-à-dire vraiment très codifiés, avec des questions qui sont toujours bien préparées, où on essaye d'éliminer tout ce qui est de l'ordre du feeling. Quand on est recruteur, on adore le feeling, quand on est manager aussi, parce que on est des humains, hein, c'est normal, on adore le feeling, on a envie de se sentir bien avec quelqu'un. Le problème, c'est qu'on se sent bien avec quelqu'un. Le fait de se sentir bien avec quelqu'un n'a pas énormément de rapport avec le fait que cette personne sera bien dans son poste et sera bonne dans son travail. Donc il faut quand même, malheureusement, il faut neutraliser cet effet du feeling. L'effet du feeling ne garantit pas l'efficacité en termes de recrutement. Donc il y a beaucoup de travaux, notamment d'économistes comportementaux qui ont travaillé sur ces sujets. Il y a une économiste extraordinaire qui s'appelle Iris Bonet, qui a écrit un livre qui s'appelle What Works? Gender Equality by Design, qui décortique par le menu un certain nombre de ces biais et puis surtout un certain nombre des choses qu'on peut faire en tant que recruteur, en tant que manager, pour au moins neutraliser une partie de ces biais-là. Donc, ça ne suffit pas d'en prendre conscience, parce qu'elle explique, elle en parle beaucoup, c'est qu'en prendre conscience, il y a aussi un effet pervers, c'est que si on pense avoir parfaitement conscience de ces biais, soit on se dit je ne peux rien faire parce que les biais sont naturels, donc finalement on ne peut rien faire.
donc une espèce de résignation. Soit ils se disent, mais non, moi je ne suis pas biaisée, j'ai fait une formation sur les biais, donc moi je suis absolument parfait, et du coup retombe doublement dans les biais, puisque l'espèce de sentiment d'avoir une espèce de supériorité morale parce qu'on a été formé au biais. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de compensation morale. Donc c'est super compliqué de se contenter de campagnes, de formation sur les biais, ça ne suffit pas. En fait, c'est au niveau de la conception des processus de recrutement collectif, structuré, quel test, comment, etc. C'est au niveau vraiment du design, de la conception de ces processus dans leur globalité qu'on peut neutraliser les biais. Donc pas se contenter évidemment ni du feeling, ni de la formation sur les biais en se disant, bon, voilà, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc c'est à la fois simple et complexe. Simple parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et complexe parce qu'il faut aller au-delà simplement des effets d'annonce et de l'affichage. Ok, très clair. Je regarde l'heure. Il y a un débat que je. Enfin, il y a un débat. Il y avait une question de Thomas Parizeau que je ne vais pas. Que dans le chat, auquel on ne va pas répondre maintenant, mais qu'on pourra répondre dans le temps des questions. Ce que je te propose, c'est du coup de passer du coup, on va dire, à l'autre partie, la partie inclusion. Il y en a une que j'ai vue, mais j'aimerais bien y réagir. C'était celle sur la triche et Ouais, et le site français. Ouais, c'est une super bonne réponse. Et c'est pour ça que. Je suis d'accord. C'est-à-dire je pense qu'il y a un subtil équilibre à trouver. C'est qu'évidemment, et c'est un peu comme le problème de toutes ces photos de stock, qui sont des photos de stock anglo-saxonnes, où on a, vous savez, autour d'une table, tout un tas de gens de groupes ethniques différents qui boivent des bières, et où on voit ça colle pas du tout en fait au contexte culturel, par exemple. De la zone géographique où on est. Donc, par exemple, il y a des villes en Allemagne de l'Ouest où il y a très, très peu de personnes avec une peau noire. Vraiment, il n'y a pas de noir, quoi. Il y a très, très, très peu, un peu plus depuis 10 ans, mais très, très peu. Donc, si vous prenez une photo de stock américaine avec un tiers de noir autour de la table, ben, ça fait vraiment fake. Et effectivement, c'est de l'inclusion washing. Donc là, quand je disais tricher, c'est peut-être pas le bon mot. C'est en fait des personnes qui sont réelles, qui font vraiment partie de votre entreprise, mais vous allez vraiment faire un effort et les pousser davantage pour qu'elles se rendent plus visibles et qu'elles prennent la parole. Alors que justement, la personne qui a l'effet de Nick Rudiger et qui aura envie de dire oui, moi, peut-être peut-être pas le pousser un peu, pas le pousser davantage. Donc, c'est pas tout à fait triche, c'est une très légère distorsion, mais qui part de la réalité. Et c'est très juste ce truc de l'inclusion washing. Voilà, je pense que c'est un effet de dosage très subtil et peut-être que le mot triche n'était pas bien choisi. Et je pense que ce que soulignait Thomas, c'était aussi dans le cas du slip français où c'était venu post-scandale. Ouais. Donc je pense qu'il y a aussi un effet de rattrapage qui paraît un petit peu fake, alors que quand c'est par design, on y revient par design, c'est un petit peu différent, quoi. Ouais. Après, ça peut partir du fake et après changer vraiment la réalité. C'est le cas d'Uber. Uber avait des problèmes de harcèlement massif, tels que ceux qui avaient été décrits par Susan Fowler, qui était une ingénieure qui avait passé 1 an chez Uber et qui, en 2017, la grande année de crise pour Uber, a fait un billet de blog qui a été vu par des centaines de millions de gens et qui, du coup, a provoqué, une des choses qui a provoqué une crise de conscience chez Uber et où tout d'un coup, petit à petit, alors après il y a eu d'autres problèmes et d'autres scandales, petit à petit on a changé un peu toutes les têtes et la réalité c'est qu'en tant qu'entreprise, c'est une entreprise qui est plus inclusive aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Et donc il s'est passé une prise de conscience et il y a vraiment un changement qui s'est produit. Donc peut-être qu'à partir de partir de là, il peut y avoir des changements réels. Oui, et tant mieux d'ailleurs. Ok. Et du coup, d'un point de vue, donc plus, on va dire, là, on était en amont sur le recrutement, plus en aval, une fois qu'on est dans l'entreprise, parce qu'il n'y a pas, je lisais, c'était une étude de McKinsey, il n'y a pas de diversité sans inclusion, parce qu'en fait, du coup, la diversité ne reste pas. Qu'est-ce qui, en fait, c'est effectivement plus difficile à mesurer, mais c'est quoi, en fait, les politiques internes d'inclusion, les comportements à bannir, les choses qu'on peut faire pour que cette diversité ne souffre pas une fois qu'on l'a attirée à coup de triche ou pas. Ouais, très bonne question. En fait, qu'est-ce qui fait que dans des entreprises, par exemple tech, il y a beaucoup de femmes qu'on a recrutées qui ne restent pas?
Et là aussi, il y a des effets pervers, des effets vicieux qui font que quand elles sont très, très minoritaires, souvent, elles subissent au quotidien des brimades, des blagues, des machins qui font qu'au bout d'un moment, elles lâchent l'affaire. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, il y a des cas de harcèlement qui sont très massifs, très courants, très fréquents, sexuels, moral, différents types de harcèlement. Et le harcèlement, c'est à la fois un grand sujet... c'est à la fois un grand sujet de RH et c'est à la fois un grand tabou parce qu'en réalité, l'écrasante majorité des cas de harcèlement ne remontent jamais au niveau des dirigeants et des RH. C'est-à-dire que les dirigeants et les responsables des ressources humaines n'en ont pas conscience, n'en ont pas connaissance. Et donc, il y a un décalage quand on interviewe des personnes au sommet de la hiérarchie. Non, problème de harcèlement, nous, on n'a pas ça chez nous. On n'a pas ça chez nous. Non, on est intransigeant, on ne laisse pas passer ça. Non, il n'y en a pas. Et ils le pensent, hein, souvent, ils ne sont pas dans le mensonge. Et puis, quand on interroge, on prend des échantillons d'employés, ils sont beaucoup à dire oui, j'en ai vu, oui, j'ai vu des trucs choquants, etc. Donc, il y a vraiment un décalage. C'est comme dans les cas de violence, violence sexuelle, on a ce même genre de décalage en fait entre les chiffres, c'est entre des gens qui disent il y a beaucoup de victimes et puis très 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 peu de coupables, très très peu de bourreaux. Décalage, un truc voilà, qui tient à la définition qu'on donne évidemment du harcèlement. Et ça, c'est une question de ressenti, c'est-à-dire que la petite blague à répétition, la personne qui l'a fait n'a pas le sentiment que ça rentre dans la catégorie du harcèlement, mais la personne qui le vit fait non mais j'en peux plus quoi. Et donc ça c'est un décalage de définition. Et puis ça tient tout simplement aussi à la réalité des chiffres, c'est-à-dire que en fait il y a vraiment un seuil en dessous duquel c'est quasi inévitable d'avoir du harcèlement parce que ça donne une culture, et c'est pas systématique mais je dis quasi inévitable, quand vous avez moins d'un quart des personnes qui sont des femmes, souvent, c'est plus difficile d'y travailler, c'est plus difficile d'y être promu, c'est plus difficile de ne pas subir du harcèlement. Et c'est pour ça que ça a amené, alors je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais ça amène des gens comme Iris Bonnet, et je trouve l'idée en tout cas intéressante, à dire que, voilà, en fait, c'est très dangereux d'avoir un groupe en très petite minorité. Il vaut mieux par exemple, un groupe unisexe qu'un groupe où vous avez une femme. Parce que si vous avez une seule femme ou deux, vous avez ce phénomène qu'on appelle en anglais le tokenisme. Donc, le tokenisme, c'est le fait d'avoir une personne, vous connaissez ça avec le racisme, c'est quand on dit « je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir ». Ça, c'est le phénomène du tokenisme. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on projette beaucoup de choses sur la personne qui se met à incarner toute la gente féminine, par exemple. C'est ce qui était passé à la Cour suprême américaine, où pendant des années, il n'y avait qu'une seule femme. Après, il n'y en avait que deux sur les 9 juges à la Cour suprême. Du coup, on projetait énormément de choses sur elle. Et puis, en fait, elle se sentait quand même bien seule. Et puis, elle avait une espèce de poids sur les épaules de représenter la gente féminine dans sa totalité, qui est un peu lourd à porter. Et où le pire, c'était quand dans un groupe, il y a une deuxième qui se rajoute, c'est que vous êtes toutes les deux femmes, vous allez être copines. Que pas forcément. Et donc voilà, donc il y a tout un tas de phénomènes comme ça qui sont vraiment vraiment très lourds et qui jouent beaucoup sur la capacité à s'exprimer, justement à tout ce qui est de l'ordre de l'inclusion, capacité à être soi pleinement. Et donc elle dit en fait, si on est en dessous d'un certain seuil, il vaut presque mieux en fait avoir éviter la mixité dégradée, avoir plutôt pas de mixité. Travailler de côté et puis ensuite si on arrive à la mixité, avoir une mixité où on a un seuil à partir duquel ces phénomènes-là sont annulés en fait. Ça se passe aussi par exemple, je prends un exemple assez trivial, ce qui est la question des toilettes, la toilette et de la mixité des toilettes. J'ai beaucoup réfléchi au sujet, en fait c'est un sujet beaucoup plus intéressant et beaucoup plus politique qu'il n'y paraît, le sujet des toilettes. Au début je me disais c'est quand même mieux les toilettes mixtes, comme ça tout le monde fait la queue pareil. Or, parce qu'on sait que les femmes passent beaucoup plus de temps à attendre pour pouvoir accéder aux toilettes que les hommes, on se dit bon, c'est un peu injuste, etc. Et du coup, ça forcera des comportements plus vertueux et puis ça mélange les choses, pourquoi pas.
Et puis, en réalité, en parlant avec des gens qui, justement, avec des femmes qui vivaient, qui travaillaient dans la finance ou dans des mondes très, très masculins, ils disaient, ben non, en fait, non, les toilettes mixtes, merci, mais en fait, tu rencontres que des hommes, tu n'as plus de safe space, un espace où tu te sens, où tu peux justement être toi, te sentir en sécurité, et loin de toute forme d'harcèlement potentiel, d'agression. Or, les toilettes peuvent être un lieu d'agression, un lieu de drague lourdingue ou je ne sais quoi. Et puis, du coup, en fait, ça marche que dans certains contextes culturels. Des contextes culturels, par exemple, de pays du Nord, où les hommes sont tout aussi, laissent les toilettes aussi propres que les femmes, déjà parce qu'ils s'assoient pour faire pipi, par exemple, ou bien parce que voilà, il y a tout un tas d'éléments culturels qui n'existent pas, justement la drague lourdingue ou des trucs comme ça. Et donc, en fait, ça colle dans certaines cultures et pas dans d'autres. Et voilà, donc tout ça pour illustrer le fait que c'est un sujet assez complexe et que la mixité n'est pas un objectif à avoir à tout prix si on a une minorité qui risque d'être fortement écrasée. Donc, il y a peut-être d'autres manières d'y arriver qui sont plus intelligentes. Ok. Donc déjà, tu as le fait que si tu agis sur la diversité, tu vas commencer à avoir un rééquilibrage qui va créer une culture plus propice à l'inclusion. Mais est-ce qu'il y a des choses, donc avant de, donc il y a soit le point de vue d'Inès Bonnet, c'est ça? Ouais. Iris Bonnet, ouais. Iris Bonnet, pardon. Iris Bonnet, mais donc disons que voilà, aujourd'hui, notamment dans la tech, on a ce déséquilibre, on y vient progressivement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans une entreprise pour... c'est quoi les pratiques inclusives en fait? Oui, alors je parlais de harcèlement et puis du coup je ne suis pas allée jusqu'au bout du raisonnement, c'est d'avoir vraiment une politique au niveau du harcèlement qui vise à le détecter, qui vise à faire remonter cette information jusqu'au sommet, puisqu'on sait que 70% des cas de harcèlement ne sont jamais reportés. Donc on a des personnes soit qui en sont victimes, soit qui sont témoins d'actes, de cas de harcèlement, qui quittent l'entreprise parce qu'ils s'y sentent pas bien, parce qu'ils se sentent mal, souvent ou parfois à cause d'un seul ou d'une seule manager un peu toxique. Et donc, on a des taux de turnover très élevés dans un groupe. Eh bien, en fait, le fait de suivre au plus près, de comprendre que s'il y a un turnover anormalement élevé par rapport à un autre groupe qui pourrait être comparable, ça peut être un indicateur d'un cas de management toxique ou d'une personne qui harcèle les autres. Et donc ça nous amène à la question qui a été développée dans un bouquin génial qui s'appelle La règle du zéro sale con. Donc c'est le fait voilà, d'avoir vraiment, à l'inverse de Uber à l'époque de Suzanne Fowler, d'avoir vraiment une tolérance zéro vis-à-vis de ces comportements de gorille, des comportements qui ne sont pas respectueux des autres, etc. Donc, il y a des formations très, très efficaces pour le coup sur le sujet de comment, en tant que spectateur d'un acte de harcèlement, on peut intervenir et en parler. Et en fait, là, il y a vraiment des effets de la prise de conscience pour le coup, et puis aussi des effets sur des formations immersives qui font ce travail, qui aident les gens à faire ce travail d'empathie, à se mettre dans la peau d'eux. Et beaucoup de ces formations montrent qu'elles ont des effets réels et très forts. C'est que finalement, il y a aussi, là aussi beaucoup de bonne volonté, c'est-à-dire beaucoup de gens qui voudraient intervenir mais n'osent pas ou qui ne savent pas comment. Et il y a des modes d'emploi, en fait, des vrais guides à avoir sur ça. Donc ça a l'air d'être assez basique, mais en fait, le harcèlement, c'est un phénomène vraiment hyper massif. Donc c'est déjà une chose très importante. Après, c'est tout ce qui concerne la promotion, etc. Le fait que si entre un échelon et l'échelon au-dessus, on a une déperdition, c'est qu'on n'est pas bon au niveau de la promotion de la diversité. Donc ça, c'est une question managériale, c'est des questions d'objectifs à se fixer qui sont très clairs au niveau de la hiérarchie, au niveau du sommet de l'organisation et qui ensuite se diffusent à l'ensemble de l'organisation. Donc il y a des systèmes incitatifs, c'est-à-dire que les managers doivent être incités à avoir une politique de promotion diversifiée, et donc après à faire tout ce qu'il faut pour éliminer les biais à chacun, ou neutraliser une partie des biais en transformant leur processus d'évaluation, parce qu'on sait que l'évaluation, comme le recrutement,
est un processus qui perpétue un certain nombre de biais et qui comporte un certain nombre de problèmes. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites par pas mal d'organisations pour réinventer l'évaluation. La fameuse évaluation annuelle, là, on va y arriver à la fin de cette année. Et c'est une année très particulière pour l'évaluation annuelle, sachant que beaucoup de gens ont été à distance, en télétravail, etc. Donc, ça va être un peu une épreuve de vérité, une épreuve du feu sur un sujet qui est en fait un sujet aussi très, très important au niveau des organisations, cette fameuse évaluation. Et tu le dis pas, mais je pense que ça, c'est le plus évident sur des politiques pour la parentalité également. Oui, alors, oui, oui, c'est super important. Non, si, je le dis beaucoup, je l'écris beaucoup, ce sujet-là, bien sûr. C'est que tout ce qui concerne la parentalité, en fait, ce n'est pas un sujet de femme. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, qu'il y a un rôle très fort à jouer de l'entreprise, de l'employeur à ce niveau-là. C'est un sujet de management, c'est-à-dire que plus on a un modèle d'organisation qui donne de la flexibilité à tous, plus ça permet de concilier plus habilement des contraintes domestiques ou des contraintes privées et des contraintes professionnelles. Et donc, ça peut éviter un certain nombre de parents, et notamment des femmes, de demander un temps partiel. Parce que le travail à temps partiel, qui est donc à 80%, c'est des femmes qui travaillent à temps partiel, hein, et donc c'est vraiment un sujet très, très genré. Le temps partiel, c'est un piège terrible parce qu'il y a une présomption de manque d'engagement pour les personnes qui sont à temps partiel. Et donc, quand on se dit, c'est une grave erreur, que si on est à temps partiel juste pendant 2 ans, c'est pas grave. En fait, si, parce que du coup, c'est un retard de carrière très long parce qu'on vous suppose moins engagé au travail, donc vous allez évidemment être moins promu. Quand vous revenez, vous n'avez pas... voilà, vous ne revenez pas au niveau que vous auriez pu avoir si vous n'étiez pas parti à temps partiel. Et puis après, c'est cumulatif aussi au niveau des revenus et des écarts de richesse. C'est que les temps partiels sur plusieurs années, ça fait des écarts de richesse au moment du départ à la retraite qui sont énormes. Donc, on parle souvent des écarts de revenus au moment M, et on ne s'intéresse pas aux écarts de revenus au moment de la retraite. Mais en fait, les écarts de revenus au moment de la retraite, ça cumule tout ce qui s'est passé dans la vie active. Et en général, c'est le double. Donc, quand on dit qu'il y a, je ne sais pas, 12, 14, 15% d'écart de revenus, on se dit, c'est pas bien, hein, mais bon, c'est peut-être pas tant que ça, c'est pas si grave. Puis souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas le même métier. Et puis souvent, c'est parce que machin, etc. Donc, on se dit, bon, OK. Mais au moment de la retraite, c'est 30, c'est 35, c'est 40% d'écart. Et là, ça commence à devenir nettement plus. Et quand on regarde la pauvreté des personnes âgées, l'essentiel des vieux, c'est des vieilles, et l'essentiel des vieux pauvres, c'est des vieilles pauvres. Et là, c'est vraiment absolument massif. Donc, du coup, pour revenir à la parentalité, éviter le temps partiel, ça peut être fait avec un modèle, une organisation du travail qui tourne beaucoup plus autour de la flexibilité, de l'autonomie, un peu plus horizontale, un tout petit peu moins hiérarchique, beaucoup plus de liberté dans la manière dans le choix des moyens pour arriver à un objectif. Et puis, c'est tout ce qui concerne, bien sûr, ce qu'on peut apporter aux salariés qui sont parents et aider ou encourager beaucoup plus les pères pour qui l'investissement dans la relation parentale n'est pas facilité par la culture du travail. Ce n'est pas forcément très bien vu pour un homme de dire « je pars chercher mon enfant à la crèche ». C'est encore plus difficile que pour une femme. Et du coup, voilà, des congés paternité renforcés, des aides, des incitations, des modèles qui sont apportés au niveau des dirigeants pour inciter les pères à s'investir dans la relation parentale. Ça a un effet de très long terme sur le niveau des inégalités entre les pères et les mères, ou les premiers parents et les seconds parents dans l'organisation et dans la société. Ok. Il est 50. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais conclure rapidement. Je vais laisser la parole surtout en fait, aux personnes. Comme ça, les sujets qui n'auront pas été abordés pourront être apportés par les personnes présentes. En tout cas, moi, la conclusion que j'en ai, c'est comme ça rappelle le mot cohérence qu'on avait au début. C'est qu'en fait, on ne peut pas agir juste sur un levier, juste sur
un bouton. On ne peut pas appuyer seulement sur un bouton. C'est une politique qui s'amène, on va dire, beaucoup plus dans sa globalité, que ce soit du coup dans tous les leviers dont on a parlé. De recrutement, de définition du processus de recrutement, de où est-ce qu'on va aller chercher, de promotion en interne, de formation en interne, etc. Donc c'est un sujet complexe mais passionnant. Et je pense que, et c'est aussi peut-être ce qui était questionné dans les questions, enfin en tout cas dans la question de Thomas, c'est en tout cas c'est pas un sujet où on peut se dire je le traiterai après, quoi. On verra plus tard, et notamment je l'entends souvent parfois dans les petites startups, c'est bon, on le verra plus tard, on est au stade où là il faut qu'on aille vite, et c'est un sujet qui se prend de front dès le début. Alors on peut corriger, mais ça passe toujours mieux si on le fait dès le début, parce que justement on aura cette flexibilité d'aller agir sur tous les leviers, et on ne perdra pas le temps du redesign de tous les process et de toute la culture a posteriori. Voilà, c'était une très rapide conclusion pour vous laisser la parole. N'hésitez pas à utiliser le chat de conversation. Je lirai les questions à Laetitia. Voilà, the floor is yours. On va se donner un peu de temps encore s'il y a des questions, même si on est en retard. Prenez votre temps. Le but n'est pas de vous faire taper des milliers de fautes d'orthographe devant tout le monde. Après, s'il n'y a pas de questions, on peut broder. Il y a Claire qui a écrit que pour pas mal de développeuses, il y a c'est ça aussi un peu le tokenisme, c'est le poids de la représentation. Si on est la seule femme d'un groupe, on représente toutes les femmes et on a énormément de pression. Et si on n'y arrive pas, on a l'impression que c'est toutes les femmes qu'on représente. C'est très bien illustré dans cette superbe série qui s'appelle The Queen's Gambit, là, sur les femmes et les échecs. Et dans beaucoup de mondes comme ça, où il y a très peu de femmes, il y a ce phénomène qui joue et qui rajoute une pression considérable. Ce qui est bien que pour pouvoir tenir dans un monde avec une telle pression, souvent on ne tient pas très longtemps comme ça, parce que c'est trop dur. C'est trop dur d'essayer d'être toujours la meilleure pour représenter toute la gente féminine. Non, deux fois, enfin c'est ça, deux fois meilleur, quoi, que jeux vidéo aussi. J'ai entendu quelqu'un en jeu vidéo qui disait ça. J'étais toute seule dans les parties d'équipe, et donc du coup j'avais le sentiment que je devais être deux fois plus forte pour pouvoir assurer auprès de mes coéquipiers. Alors on a des questions. Ouais. Donc, autre question de Claire. Comment intéresser les hommes à ces sujets? Encore ce soir, assez peu d'hommes présents, et merci à ceux qui sont là. Alors, ouais, bonne question. Il n'y en a pas si peu, en fait. Il y en a quand même eu 3 ou 4. Hein. Ce n'est pas si mal, sachant que c'est vrai que le mot féminisme féminisme a encore tendance à faire un petit peu peur. Plus que ça, il y en a 5 ou 6, je crois. Facile. 6 ou 7, je ne sais pas. Je n'ai pas compté, mais pas si peu. L'une des solutions, c'est aussi de parler. C'était la solution adoptée par Ruth Bader Ginsburg, donc la deuxième femme juge à la Cour suprême américaine, qui est décédée cette année, et donc dont on a beaucoup parlé dans les médias, parce que c'était vraiment l'une des grandes féministes du XXe siècle, qui a fait avancer par le judiciaire les causes féministes, et notamment les questions d'égalité salariale, les questions de protection, etc. Et sa technique à elle, c'était toujours de choisir comme victime pour sa class action, pour son procès emblématique, de choisir un homme qui était dans la situation miroir de ce qui concernait en réalité une majorité de femmes, ce qui permettait aux juges qui allaient prendre la décision, souvent, de mieux s'identifier. Parce que, et c'est un vrai problème, on ne devrait pas avoir besoin de ça, mais souvent, beaucoup d'hommes n'ont pas fait ce travail de se projeter dans une personne qui ne leur ressemble pas pour faire ce travail de projection empathique, parce qu'ils ont regardé toujours des films qui les représentaient, etc. Et que les petites filles, elles, quand elles regardaient des films d'action et des super-héros, c'était que des garçons. Évidemment, elles s'identifiaient à des garçons, parce qu'on n'a pas envie de s'identifier à la nunuche qui dit même pas 3 mots dans tout le film. Donc, en fait, nous, on a plus l'habitude, de même que des personnes de minorité qui ne sont pas représentées, ont plus l'habitude de faire ce travail de projection empathique et de s'identifier à quelqu'un d'autre. Et donc, Ruth Bader Ginsburg
elle a eu cette idée que bah oui, bah, puisque beaucoup ont du mal à faire ce travail de projection, de se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne leur ressemble pas, eh bien, je vais trouver quelqu'un qui leur ressemble. Et donc, par exemple, c'est comme ça qu'on parle beaucoup plus de père, de paternité, et c'est un grand sujet parce que en fait, mais en réalité, c'est même pas, pour le coup, c'est même pas seulement une ruse, c'est une réalité dans le cas du féminisme, c'est que c'est du yin et du yang, c'est les deux côtés de la médaille, et que, évidemment, l'égalité, ça veut dire l'égalité dans tous les domaines. Il y a aussi des formes de libération qui concernent les hommes, et notamment l'investissement dans la relation parentale. C'est une vraie aspiration pour beaucoup de pères de pouvoir la vivre pleinement. Donc ça, c'est un des moyens de le faire. On observe aussi que les hommes qui ont des filles font ce travail plus facilement parce que ils aiment leurs filles et donc ils sont plus facilement féministes que les hommes qui n'auraient que des fils ou pas d'enfants du tout. Donc, essayez, alors c'est pas simplement une question d'avoir des filles parce que ça on ne choisit pas, mais essayez de développer des relations fortes avec des gens qui ne nous ressemblent pas. C'est une manière de faire un peu de ce chemin vers ce travail de projection empathique et d'être d'être plus facilement capable de se mettre dans la peau des autres, quoi. Et ça, ça nous concerne tous. C'est vraiment un sujet de société. Question de Thomas. Donc une question pragmatique. Que recommandez-vous à un simple salarié pour être vecteur de changement vers plus d'inclusion dans son entreprise quand il observe des comportements discriminants, qu'ils soient sexistes, racistes, homophobes, etc. Alors, ça touche à la question des normes sociales. Et en fait, sans aller jusqu'à se dire il faut écrire un rapport, le faire savoir aux responsables des ressources humaines, etc., souvent, il s'agit simplement de prendre la parole. En fait, juste ne pas se taire parce que les personnes qui disent des choses racistes, homophobes, sexistes, etc., se pensent dans leur bon droit, parfois n'y voient pas de mal. Dans certains cas, se disent c'est quand même marrant, c'est une blague, on ne peut pas faire d'humour, etc. Et si personne ne dit rien, ils sentent que la norme sociale fait que ça, c'est un comportement qui est acceptable. Mais à partir du moment où vous avez plusieurs personnes qui disent non, mais juste ta blague, elle est lourde, c'est nul, quoi. Enfin, tu vois, juste simplement prendre la parole. La personne qui est victime de la blague lourde, de la remarque, etc., sent un soulagement, mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, en fait. Le fait de ne pas être seul, de ne pas se sentir seul, c'est déjà énorme. Et donc ça, c'est un petit comportement du quotidien, c'est-à-dire être engagé dans, en fait, leur parler, parce que les sexistes, les racistes, les homophobes, c'est aussi des humains. Parfois, ils ont même des bons côtés, et parfois, ce n'est pas des monstres. Hein. Donc, leur parler, en fait, leur faire comprendre, etc. Pas les isoler et pas non plus se dire que tout de suite, il faut faire des choses extraordinairement grandes, en fait. C'est simplement se montrer solidaire au quotidien et ne pas se taire, ne pas fermer sa gueule. C'est encore parce que moi je trouve que souvent les femmes se prennent la défense entre elles et du coup aussi, enfin c'est hyper important qu'il puisse y avoir des hommes qui prennent ça parce que quand les femmes se défendent entre elles, c'est un peu qu'est-ce qu'elles nous saoulent avec à faire les féministes, etc. Ouais. Donc c'est encore plus important si on peut avoir des gens justement de cet effet miroir qui peuvent signaler le fait que c'est pas ok ou effectivement de déplacer cette norme parce que et du coup, ça rejoint la question de Claire, je trouve, sur important d'avoir des hommes avec ça parce que c'est plus difficile de déplacer la norme entre femmes. Quoi. Exactement. Et déplacer la norme, c'est aussi sur des sujets LGBT, etc. On a parlé d'homophobie, c'est pareil. C'est qu'il y a des gens pour qui c'est plus facile d'être out que pour d'autres. Parce que question de personnalité, de milieu, où c'était plus facile de le vivre tranquillement, etc. Alors que d'autres viennent de milieux où ils ont beaucoup souffert, ils ont beaucoup eu de censure, etc. Et donc, pour aider les personnes pour qui c'est plus dur, en fait, c'est important de le faire. Surtout si c'est pas dur, de le faire. Donc, si ça ne vous coûte pas grand-chose de le faire, faites-le, quoi. C'est des choses qui changent les normes sociales, donc d'être visible. Avant de passer à la question de Joris, il y a le témoignage de Guillaume sur ce sujet-là. J'ai envie de vous partager mon récent vécu. J'ai changé de boîte récemment et à mon arrivée, comme pour tous les nouveaux arrivants, on m'a présenté une marraine, collaboratrice qui aide à l'intégration de nouveaux et nouvelles. Et il s'avère qu'elle était super active pour porter les projets d'inclusion et m'a du coup légitimée sur cette cause en m'associant en tant qu'alliée. Merci à elle. C'est génial. Joris nous pose du coup la question, ne faut-il pas commencer dès le plus jeune âge ne faut-il pas commencer dès le plus jeune âge à sensibiliser à ces questions, des formations professionnelles de mon métier de prof peut-être?
Absolument d'accord. Moi, je suis assez partisane de ce qui se fait au Danemark, etc., etc. Je pense que la question des jouets, etc., on doit continuer à en parler. Et en fait, il y a eu un grand changement entre les années 80 et... Moi, j'ai été enfant dans les années 80 et dans les années 80, beaucoup de jouets étaient unisexes. Les Lego étaient unisexes, etc. Et puis après, il y a les années 90 et 2000, tout d'un coup, il s'est passé un truc, l'espèce de pink machin, pink révolution dans les jouets. Ça a été hyper... ça c'est vraiment... parce que tout d'un coup, peut-être aubaine marketing ou je ne sais quoi. Et en fait, ça s'est terriblement dégradé au niveau du jeu et du jouet. Et on a séparé les filles des garçons de manière hyper forte. Et là, il y a des pays où ça s'est moins fait, notamment les pays d'Europe du Nord, où on a été très vigilants là-dessus, sur inciter les filles à jouer aux voitures, inciter les garçons à jouer dans la petite cuisinière, etc. Enfin, le mélanger, pas qu'on associe un jeu à un sexe, et essayer de créer cet environnement de champ des possibles très ouvert dès le début, quoi. Et donc, oui, ça, c'est uniquement sur le jeu, mais après, sur l'éducation, il y a tellement de sujets à développer. Évidemment, évidemment que les profs ont beaucoup de rôle à jouer là-dessus. Mais il y a eu, c'est marrant, c'est qu'il y a eu un projet il y a quelques années de l'ABCD de l'égalité à l'école qui a été hyper décrié justement sur ça. C'était justement, je crois que c'était, on mettait un mot et on y associait une image et il fallait justement faire déconstruire cette association de ce mot à cette image. Donc, je crois que c'était faire les courses avec une femme, etc. Et alors, je pense que ça a beaucoup évolué, mais à cette époque, ça avait énormément choqué de former des enfants sur justement la déconstruire le genre et le rôle de chacun dans la société. Donc, Il y a une vraie révolution conservatrice qui a eu lieu au cours des 6-7 dernières années en France, c'est-à-dire une libération de la parole sexiste, homophobe, etc. Faut quand même le dire. En même temps qu'il y a des choses qui ont progressé, il y a aussi des choses qui ont régressé. Ça s'est vu autour du combat qui s'est produit, de la bataille qui s'est produite autour du mariage. Du mariage pour tous. Et ça ne s'est pas vu en Grande-Bretagne. Moi, j'habitais à ce moment-là. En Grande-Bretagne, le mariage pour tous, c'est le Parti conservateur qui l'a passé. C'était David Cameron. Donc, il n'y a pas d'équivalent de ce mouvement parfois ultra-catholique, mais pas que, qui était vraiment hostile en parlant de théorie du genre, ce qui est une espèce de bullshit absolu, ça n'existe pas, la théorie du genre. Enfin, c'est vraiment une révolution conservatrice qui a beau être une minorité de la population, mais qui est quand même très, très virulente. Donc, moi, je trouve que ce qui s'est passé autour de ça, c'est inquiétant, en fait, parce que justement, ça freine quand même beaucoup ce qu'on peut faire au niveau de l'éducation, par exemple. Oui, il y a cette éducation républicaine qui aime bien quand même garder les gens, la tenue républicaine et tout, qui a une certaine image en tout cas, à quoi on doit ressembler, dans quelle case on doit rentrer, quoi. En tout cas, qui peut être une excuse. Je ne critique pas la République ici, mais qui peut être souvent une excuse pour des reculs par rapport à ça. Ouais. C'est tout le débat sur l'universalité, la soi-disant universalité, bien sûr. Ouais. Marie Ombrelle nous propose des ressources, plein de titres grâce à Marie da Silva qui agit notamment sur les questions de racisme, mais dont les conseils fonctionnent surtout. Et donc avec un lien que nous allons copier-coller, j'espère que les filles d'Adatex. Oui, ce serait bien du coup de renvoyer à tout le monde les liens qui ont été partagés, les ressources qui ont été partagées, exactement. Ouais. Je missionne les petites oreilles qui sont là. Enfin, un peu petites, mais... Ok, alors après, c'était un débat sur le genre et la parole, mais ceci dit, c'est aussi intéressant, justement, sur ce que Thomas soulignait, le fait que les hommes avaient beaucoup pris la parole dans les questions. Et Laura a recommandé aussi une lecture qui s'appelle La répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de la conversation. Mais du coup, effectivement, cette question sur le genre et la parole, qui est aussi, du coup, une problématique qu'on rencontre en entreprise. Oui, et dans le monde de la fiction, des films, des productions audiovisuelles, etc., où il y a tout un travail qui a été fait déjà de le mesurer, et où on voit que parfois, même s'il y a des rôles féminins, la répartition du temps de parole dans les films, les séries, etc., est extrêmement inégalitaire. Donc, elle est là, oui, mais elle ne dit que 3 mots. Mm. Ouais.
Et ils ont fait des thèses, je crois, en classe, où ils ont demandé à des profs de passer à 50-50% de parole, donc de faire attention à toujours quand ils interrogeaient une fille, ils interrogeaient un garçon, etc. Et il y a eu une rébellion des garçons qui ont en fait eu le sentiment, par ce rééquilibrage, d'avoir moins la parole que les filles. Donc c'est quelque chose aussi hyper ancré, c'est que les garçons ont eu l'impression en fait qu'ils avaient moins la parole parce que en fait le moment où on a rééquilibré, bah, il y a eu à la fois ce truc un peu comme les quotas dont on parlait au début, d'être lésé en fait, d'une certaine manière. Oui, et ce qui est très compliqué, c'est que même quand c'est anonyme et qu'en théorie, on n'intervient pas en tant que femme ou qu'homme, eh bien, les hommes prennent beaucoup plus la parole. Par exemple, sur Wikipédia, c'est plus de 80% des contributions qui sont faites par des hommes alors que tout est anonyme. Donc, il y a derrière beaucoup de biais sur ce sentiment de légitimité, le sentiment d'expertise dont on parlait tout à l'heure, le fait de se dire je suis expert, donc je prends la parole. Donc, il y a vraiment à tous les niveaux, à tous les paliers, il y a des problèmes et des biais, et donc ça ne se résout pas aussi facilement que ça, en fait. Et puis là, par exemple, c'est bien que les hommes prennent la parole parce que, comme du coup, on a l'effet, on ne va pas utiliser le mot triche, mais petite distorsion qui nous permet de donner l'image d'une implication forte des hommes sur des sujets féministes. Donc, c'est bien, on se sent bien, en fait, là, pour le coup, là. Merci. Ok. S'il y a encore des questions, je vous laisse y participer. Enfin, y participer encore un petit peu de minutes. Mais comme nous avons déjà dépassé de 9 minutes, peut-être que chacun et chacune doit aller, non pas courir au restaurant, mais courir. Ça, c'était pratique de faire pendant le confinement. Vous n'avez aucune excuse pour rester avec nous. Il y a Thomas qui a fait une dernière remarque très juste, qui est très vraie aussi sur le paradigme hétéronormé, qui est totalement vrai. Et c'est très compliqué parce que, par exemple, quand on parle là, de ce qui se passe dans la She Session américaine, c'est vrai que oui, il ne faut pas parler que du paradigme hétéronormé parce qu'en l'occurrence, beaucoup des foyers sont des foyers monoparentaux, donc de femmes seules. Donc là, pour le coup, ce n'est pas uniquement voilà, la famille nucléaire, hétérosexuelle, typée papa, maman, enfant 1, enfant 2. C'est effectivement une multitude de types de foyers dont beaucoup en fait sont composés soit de personnes seules, soit de parents seuls et notamment de mères seules. Encore une question. Vous ne croyez pas à la théorie du genre très en vogue en ce moment et enseignée dans de nombreuses universités? C'est une question de Sabrina. Alors non, ça n'existe pas la théorie du genre en fait. La théorie du genre, c'est une expression qui a été utilisée par justement des conservateurs pour faire croire qu'il existait une théorie, donc une théorie qu'on peut contester et qui serait fausse. Ce qui existe et ce qu'on enseigne dans les universités, c'est ce qui vient des années 70 aux États-Unis, ce qu'on appelle les gender studies. Donc, c'est des études. En fait, qu'est-ce que c'est les études? Ce n'est pas du tout une théorie, c'est des études, c'est-à-dire ce sont un ensemble d'études de nature sociologique, donc qui applique les méthodes de la sociologie sur tout un tas de sujets et qui s'intéresse à l'étude justement des différences de genre. Et donc, il n'y a pas une théorie. Donc, le problème de la théorie, c'est que ça laisse penser qu'on parle d'un truc qui dit quelque chose. En fait, il y a beaucoup de sociologues qui disent des choses qui ne sont pas tout à fait les mêmes, on n'est pas d'accord, enfin, voilà. Et puis, il y a plein d'études et plein de choses, et c'est intéressant d'aller s'y plonger. Et si on parle de la théorie du genre, c'est qu'on pense qu'il y a une chose à laquelle on peut s'opposer. Or, en réalité, tout le monde est dans les gender studies, tout le monde dit plein de choses différentes et c'est plein de choses intéressantes et d'études intéressantes et de recherches. Donc voilà, la théorie du genre, ça n'existe pas. Ok. Merci beaucoup. Eh bien, sur ces paroles, est-ce que tu souhaiterais conclure avec quelque chose, Laetitia? J'ai pas de mots très forts là pour la fin, si ce n'est peut-être d'emporter avec vous justement cette idée des petites actions, de demain prendre la parole quand il y a quelque chose que vous observez qui est un peu lourd, un peu nul, un peu je sais pas quoi, de se dire que finalement l'engagement c'est pas forcément des très grandes causes ou bien des heures et des heures données dans une association, c'est
juste des petites choses du quotidien. Et je trouve que ça abaisse la barrière à l'entrée de l'engagement féministe. En fait, on peut être féministe sans être Ruth Bader Ginsburg, en fait. Merci Laetitia, merci beaucoup. Merci C'était Chloé, merci à tout passionnant. le monde.